Salut, bienvenue dans cette vidéo. Quand on évoque les stars d'Hollywood, on imagine aussitôt des villas clinquantes recouvertes d'or, des garages remplis de bolides hors de prix et des garde-robes de créateurs valant des fortunes. Mais si les grandes stars du monde rejetaient tout cela? Aujourd'hui, nous vous révélons 8 acteurs dont la fortune se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars et qui choisissent pourtant de vivre comme des gens ordinaires. Vous découvrez cette chaîne? Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et avant de commencer, laissez-nous aussi un pouce. Quand on entend le nom de Keanu Reeves, on pense immédiatement à Neo dans Matrix, à l'assassin implacable John Wick, ou encore à l'un des acteurs les plus appréciés du cinéma moderne. Ce que l'on sait moins, c'est que malgré une fortune estimée à 380 millions de dollars, Reeves mène une vie qui n'a rien de celle qu'on associe habituellement aux stars hollywoodiennes. Alors que d'autres célébrités achètent des domaines immenses avec cours de tennis et héliports privés, Reeves a passé des années à vivre dans un appartement modeste à Los Angeles. Ses voisins ignoraient totalement qu'il partageait l'immeuble avec l'un des acteurs les mieux payés de l'industrie. Lorsqu'il a finalement acheté une maison, il s'agissait d'une propriété relativement discrète selon les standards hollywoodiens, dépourvue des équipements clingants qui caractérisent les résidences de célébrités. Ses choix de transport en disent long. Pendant des années, Reeves a conduit une Honda Accord, une berline pratique et fiable, qui coûte une fraction de ce que la plupart des personnes de sa tranche d'imposition dépensent pour une voiture. Il a été photographié d'innombrables fois dans le métro de New York, assis parmi des usagers ordinaires qui, parfois, ne le reconnaissent même pas. Cette simplicité s'explique par une vie marquée par des pertes et des épreuves profondes. Reeves a connu une enfance instable, changeant souvent de domicile et voyant son père abandonner la famille alors qu'il n'avait que 3 ans. Ces difficultés précoces lui ont donné une perspective que la richesse seule ne peut offrir. Les épreuves ont continué à l'âge adulte. En 1993, son ami proche, River Phoenix, s'est effondré et est mort devant une boîte de nuit de Los Angeles. Reeves se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment du drame et cette tragédie lui a laissé des cicatrices émotionnelles profondes. Des années plus tard, sa compagne Jennifer Syme a donné naissance à leur fille Ava, malheureusement mort-née. La relation s'est effondrée sous le poids du chagrin et 18 mois plus tard, Syme est décédée dans un accident de voiture. Ces expériences ont transformé Reeves, lui faisant comprendre que les biens matériels ne garantissent pas une vie sans souffrance. Au lieu d'accumuler des richesses pour le plaisir, il s'est mis à en distribuer. Lors de la production des suites de Matrix, Reeves aurait donné des millions de dollars prélevés sur ses propres gains aux équipes d'effets spéciaux et des costumes qui travaillaient sur les films. Il comprenait que ces gens consacraient des mois de leur vie à la réussite des films et souhaitait qu'elle bénéficie des retombées financières. Sa philanthropie va bien au-delà des gestes ponctuels. Reeves a fait d'importants dons à la recherche contre le cancer, en partie motivé par le combat de sa sœur Kim contre la leucémie. Il finance des hôpitaux pour enfants et soutient des organisations venant en aide aux personnes gravement malades. Contrairement à de nombreuses célébrités qui médiatisent leurs actions caritatives, Reeves parle très rarement de ses dons. Une grande partie de ce que nous savons de sa philanthropie provient des bénéficiaires et des observateurs plutôt que de Reeves lui-même. En dehors de ses actions caritatives, Reeves consacre son énergie à une entreprise de moto appelée Arc Motorcycle qu'il a cofondée avec Gar Hollinger. L'entreprise produit des motos sur mesure qui reflètent non pas sa vanité mais plutôt sa véritable passion pour la conduite. L'anecdote la plus parlante à propos de Keanu Reeves, c'est peut-être ce qui s'est passé lors d'une soirée de fin de tournage pour l'un de ses films. Selon des témoins, Reeves est arrivé sur les lieux et a trouvé une file de personnes attendant pour entrer. Plutôt que d'utiliser son statut de vedette pour passer devant tout le monde, il s'est simplement placé en fin de file et attendu sous la pluie comme les autres. Quelqu'un l'a finalement reconnu et a insisté pour qu'il entre, mais son réflexe avait été d'attendre son tour. Ce petit moment résume parfaitement la manière dont Reeves aborde la vie. Il ne considère pas sa célébrité ou sa richesse comme un motif de traitement préférentiel. Il se voit comme une personne parmi tant d'autres, confrontée aux mêmes réalités que tous. Une autre actrice qui incarne cette même philosophie a atteint la célébrité à un âge où la plupart des gens commencent à peine leur carrière. Jennifer Lawrence a remporté un Oscar à l'âge de 22 ans pour son rôle dans Happiness Therapy, se propulsant presque du jour au lendemain au sommet de la célébrité hollywoodienne. Au milieu de sa vingtaine, elle avait accumulé une fortune nette dépassant
160 millions de dollars, joué dans plusieurs franchises et ayant rapporté des milliards, et s'est imposée comme l'une des actrices les plus recherchées de sa génération. Malgré ce succès, Lawrence a conservé le même mode de vie qu'avant la célébrité. Après avoir remporté son Oscar, elle a continué à vivre dans un appartement modeste de 2 chambres au lieu de s'installer dans une villa correspondant à son nouveau statut. Interrogée sur ce choix, elle a expliqué qu'elle n'avait tout simplement pas besoin de plus d'espace ni de plus de biens pour se sentir heureuse. Son achat immobilier suivant, une maison à Beverly Hills, a coûté bien moins que ce que dépensent habituellement ses pairs. Par les standards hollywoodiens, c'était presque conservateur. Pas de superficie excessive ni d'équipements luxueux. Ses choix de transport reflètent la même logique. Elle a conduit pendant des années une Volkswagen EOS cabriolet, un modèle valant environ 30 000 $ neuf. Plus tard, elle est passée à une Chevrolet Volt, une hybride électrique conçue pour la praticité plutôt que pour le prestige. Ces voitures sont un rejet délibéré des bolides exotiques et des berlines de luxe qui remplissent les garages des célébrités. Pour meubler ses logements, Lawrence fréquente les mêmes enseignes que tout le monde. On l'a vu dans des magasins de mobilier destinés au budget moyen, choisissant ses pièces pour leur utilité plutôt que pour leur étiquette. Elle a même raconté, lors d'un entretien, qu'un canapé à 25 000 $ était sa dépense la plus extravagante. Elle a reconnu qu'elle avait presque honte d'avoir dépensé autant pour un seul meuble. Ses habitudes vestimentaires illustrent également son pragmatisme. Contrairement aux célébrités qui ne portent une tenue qu'une seule fois, Lawrence recycle ses robes de tapis rouge lors de plusieurs événements. Elle a clairement expliqué qu'elle se sentait mal face au gaspillage que l'industrie de la mode impose aux personnalités publiques. Porter 2 fois la même robe est pour elle une manière discrète de rappeler que l'apparence compte moins que le fond. Lawrence utilise aussi sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, notamment l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à Hollywood. Après avoir découvert qu'elle gagnait bien moins que ses collègues masculins pour le même travail, elle a publié un essai dénonçant cette inégalité et appelant au changement. Elle a également créé la Jennifer Lawrence Foundation, qui soutient des associations œuvrant pour la cardiologie et d'autres causes médicales. Ce qui rend Lawrence particulièrement remarquable, c'est son refus d'adopter l'image publique soigneusement contrôlée que cultivent la plupart des célébrités. Elle parle ouvertement de ses difficultés, de ses insécurités, de ses erreurs. Elle est tombée sur scène lors de cérémonies de remise de prix et en a ri ensuite. Elle évoque ses préoccupations liées à l'image corporelle sans filtre ni vernis. Cette authenticité la rapproche du public d'une manière que les images fabriquées des stars ne peuvent égaler. Alors que Jennifer Lawrence milite pour le changement social par des actions directes, un autre membre de l'élite hollywoodienne utilise sa fortune pour protéger une cause plus vaste que n'importe quel combat individuel. Leonardo DiCaprio a accumulé une fortune estimée à 300 millions de $ au cours d'une carrière de plus de 3 décennies, apparaissant dans certains des films les plus réussis de l'histoire du cinéma. Plutôt que de dépenser cette richesse dans les symboles traditionnels du succès des célébrités, DiCaprio a consacré son argent et son influence à la protection de l'environnement. Ses choix immobiliers cadrent parfaitement avec ses priorités. S'il possède une maison à Los Angeles, elle n'a rien de l'ostentation habituelle des résidences de stars. La propriété privilégie la fonctionnalité et le confort plutôt que la grandeur. Plus significatif encore, DiCaprio a acheté une île au Belize, non pas comme un refuge privé pour fêtes et détente, mais comme un site de restauration écologique et de développement durable. L'île, appelée Blackador Key, est en cours de transformation en éco-resort destiné à démontrer que tourisme et conservation peuvent coexister. Les choix de transport de DiCaprio s'alignent avec ses valeurs environnementales. Il conduit des véhicules électriques, principalement des Tesla, et le fait depuis bien avant que les voitures électriques ne soient à la mode chez les célébrités. Il a investi massivement dans des entreprises développant des technologies vertes, utilisant sa richesse pour accélérer la transition hors des combustibles fossiles. Au centre de la mission de DiCaprio se trouve sa fondation, qui a levé plus de 80 millions de $ pour la conservation de la faune et la lutte contre le changement climatique. Il finance des projets visant à protéger les espèces menacées, préserver les forêts tropicales, soutenir les communautés autochtones et développer des solutions d'énergie propre. Son activisme lui a valu des rencontres avec des dirigeants mondiaux et des interventions lors de sommets internationaux sur le climat. Contrairement aux célébrités qui associent leur nom à des causes par opportunisme médiatique, DiCaprio s'est formé en profondeur aux sciences de l'environnement. Il peut discuter de statistiques précises sur la déforestation, l'acidification des océans,
et les émissions de carbone avec l'aisance de quelqu'un qui étudie ces sujets depuis des années. Ces documentaires sur le changement climatique témoignent d'une expertise réelle plutôt que d'une simple sensibilisation de façade. Cet engagement a conduit certains observateurs à le surnommer de Robin des Bois d'Hollywood, un sobriquet qui résume sa volonté d'utiliser ses vastes ressources à des fins dépassant l'enrichissement personnel. Alors que d'autres acteurs accumulent propriétés et biens, DiCaprio bâtit une influence consacrée à la défense de la planète qui nous fait vivre. L'acteur qui a, en quelque sorte, repris le flambeau des premiers rôles emblématiques de DiCaprio montre que refuser les excès d'Hollywood peut prendre des formes inattendues. Robert Pattinson est devenu un phénomène mondial en incarnant le vampire de la saga Twilight avec près de 100 millions de dollars engrangés grâce à ses films. Le rôle a fait de lui l'un des visages les plus reconnus au monde, poursuivi par les fans et les paparazzis partout où il allait. Plutôt que d'embrasser ce statut, Pattinson la fouille à chaque fois. Son choix de véhicule en dit long sur son rapport à la célébrité et à l'argent. Malgré des revenus colossaux issus de franchises milliardaires, Pattinson a conduit pendant des années un pick-up Chevrolet Silverado de 2001. Le véhicule lui a coûté environ 2100 $ à l'achat, soit l'équivalent approximatif d'une seule journée d'intérêt sur sa fortune. Il a choisi ce véhicule précisément parce qu'il ne risque pas d'attirer l'attention. Un pick-up cabossé et rouillé ne crie pas « star hollywoodienne » et Pattinson préférait cette discrétion à n'importe quelle voiture de luxe. Sa manière de se loger allait encore plus loin dans cette philosophie. Au sommet de sa célébrité avec Twilight, Pattinson louait un appartement qu'il décrivait lui-même comme ressemblant à une décharge. L'appartement était mal entretenu, peu meublé et situé dans un quartier où personne n'imaginerait trouver une grande star de cinéma. Il l'avait choisi précisément pour cette raison. Les fans et les photographes n'auraient jamais pensé à le chercher là. Lorsqu'il a finalement acheté une résidence permanente, Pattinson a opté pour une maison de type hispanique à Los Angeles pour environ 6 300 000 $. Bien que cette somme semble énorme pour la plupart des gens, elle représente un achat extrêmement modeste pour quelqu'un de son niveau de revenu. Des célébrités comparables dépensent couramment 3 ou 4 fois plus pour leur résidence principale et beaucoup possèdent plusieurs propriétés dans différents pays. Sa garde-robe illustre encore mieux son état d'esprit. Pattinson évite volontairement l'apparence soignée et calibrée que Hollywood attend de ses grands acteurs masculins. Ses cheveux paraissent souvent négligés. Ses vêtements sont fréquemment froissés et mal assortis. Il a admis en interview choisir délibérément des tenues peu flatteuses pour ses apparitions publiques car il se sent plus à l'aise en se présentant comme quelqu'un de normal. Après la fin de Twilight, Pattinson a fait des choix de carrière destinés à l'éloigner des blockbusters grand public. Il a tourné dans de petits films indépendants au budget limité et au sujet exigeant. Il a travaillé avec des réalisateurs non conventionnels qui l'ont poussé hors de sa zone de confort. Ce n'est qu'après près d'une décennie de cette démarche qu'il est revenu aux grandes franchises en devenant le héros d'une importante saga de super-héros. Ce parcours reflète un acteur qui valorise l'intégrité artistique plutôt que le succès commercial, bien qu'il ait déjà atteint une sécurité financière que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. Un autre acteur ayant connu un succès précoce grâce à une franchise a trouvé son épanouissement dans une direction totalement différente. Ryan Reynolds a battu une carrière dans la comédie avant d'atteindre une véritable notoriété mondiale grâce à une franchise de super-héros bien particulière. Ses activités entrepreneuriales, dont la vente d'une marque d'alcool pour une somme estimée à 300 millions de $, ont porté sa fortune totale à environ 350 millions de $. Avec une telle richesse, Reynolds pourrait mener une vie qu'il désire n'importe où dans le monde. Il a choisi une ferme à Bedford, une petite ville de l'État de New York, et l'a acheté environ 2 300 000 $. La propriété ne possède ni dispositif de sécurité extravagant, ni logement pour un personnel nombreux, ni installation de divertissement typique des domaines de célébrité. Cette propriété lui offre quelque chose que Reynolds apprécie davantage, l'intimité et une vie normale pour sa famille. Reynolds et sa femme Blake Lively ont tout mis en œuvre pour protéger leurs enfants de l'attention médiatique. Ils évitent de poster des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ils refusent de discuter de leurs enfants dans les interviews. Ils ont choisi de les élever loin de l'omniprésence de l'industrie du divertissement à Los Angeles, où les paparazzis scrutent chaque aspect de la vie des célébrités. Le véhicule que conduit Reynolds reflète ses priorités. Plutôt que d'accumuler des voitures de sport exotiques, il transporte sa famille dans un USV classique. Il pourrait facilement s'offrir une flotte de Ferrari ou une collection d'automobiles vintage, mais de tels biens ne s'alignent pas avec la vie qu'il veut mener. Son personnage public est centré sur l'humour et l'autodérision plutôt que sur un étalage de richesse ou de statut.
Reynolds a construit une marque entière autour de l'idée de se présenter comme une personne ordinaire qui fait des films, soulignant son rôle de père et de mari au-dessus de ses réalisations professionnelles. Derrière cette allure décontractée, Reynolds s'engage dans un travail caritatif substantiel qui reçoit rarement l'attention du public. Il a fait des dons importants à des banques alimentaires, à des communautés indigènes dans son pays natal, le Canada, et aux efforts de secours pendant la crise sanitaire mondiale qui a débuté en 2020. Contrairement aux célébrités qui annoncent leurs dons par des communiqués de presse et des campagnes sur les réseaux sociaux, Reynolds a tendance à laisser ses contributions parler d'elles-mêmes. Le contraste entre l'image publique et la réalité privée devient encore plus frappant lorsqu'on s'intéresse à une actrice ayant incarné l'un des personnages les plus obsédés par la mode à la télévision. Sarah Jessica Parker a passé des années à incarner une rédactrice de magazine célèbre pour sa collection de chaussures de créateurs et sa garde-robe extravagante. Le personnage est devenu synonyme de consommation de luxe, inspirant d'innombrables téléspectateurs à poursuivre la même esthétique quelle que soit leur situation financière réelle. Parker elle-même ne vit absolument pas comme le personnage qui l'a rendu célèbre. Malgré une fortune dépassant les 100 millions de dollars, elle fréquente régulièrement les friperies. Elle cherche des vêtements vintage plutôt que d'acheter de nouvelles pièces de créateurs. Elle a parlé du frisson de trouver quelque chose d'unique et d'abordable, décrivant la chasse comme plus satisfaisante que d'acheter simplement tout ce qui attire son regard. Cette approche trouve ses racines dans son enfance marquée par des difficultés financières. Parker a grandi dans une famille nombreuse avec si peu de moyens que parfois ses parents ne pouvaient pas subvenir aux besoins essentiels. Ces temps difficiles lui ont appris la valeur des ressources et l'importance de faire la différence entre les envies et le besoin. Elle transmet ses leçons à ses propres enfants. Elle met l'accent sur ce qu'elle appelle le désir et le mérite, plutôt que de leur offrir systématiquement tout ce qu'ils demandent. Son mode de vie reflète ses valeurs. Parker et son mari Matthew Broderick vivent dans une maison de ville dans le quartier de West Village à New York. Si la propriété a une valeur considérable en raison de son emplacement, elle ne dispose ni des vastes superficies ni d'équipements luxueux des maisons de célébrités typiques. Le couple a élevé ses 3 enfants dans cet espace relativement modeste, choisissant la proximité avec les voisins et la communauté plutôt que l'isolement derrière des portails et des systèmes de sécurité. Ses projets professionnels suivent la même philosophie pragmatique. Il a lancé une collection de chaussures sous ses initiales en concevant des modèles que des gens ordinaires peuvent réellement s'offrir. Plutôt que de positionner la marque comme exclusive ou inaccessible, elle met en avant l'élégance abordable, sans sacrifier la stabilité financière. Son marketing évite les parrainages tapageurs de célébrités et le branding excessif qui caractérise la plupart des gammes de produits de célébrités. Lorsque Parker apparaît lors d'événements publics, elle porte fréquemment des pièces de sa propre collection ou des articles qu'elle a achetés d'occasion, démontrant que le style ne nécessite pas des dépenses illimitées. Elle incarne une alternative au message dominant d'Hollywood selon lequel la réussite passe par une consommation ostentatoire. Alors que Parker a appris la frugalité à travers les difficultés de l'enfance, la vision de notre acteur sur les biens matériels est née d'une crise bien plus récente. Ashton Kutcher s'est fait connaître grâce à la comédie télévisée avant de passer à des rôles dramatiques plus sérieux et, surtout, de s'imposer comme l'un des investisseurs célèbres les plus performants de l'histoire de la technologie. Ses premiers investissements dans des entreprises qui valaient plus tard des milliards ont poussé sa fortune nette à environ 330 millions de dollars. Malgré cette richesse, Kutcher a grandi dans l'Iowa, dans un environnement très éloigné du glamour hollywoodien. Son père travaillait dans une usine et sa famille vivait au jour le jour. Il a appris tôt que rien dans la vie n'est garanti, une leçon renforcée par la découverte que son frère jumeau avait une grave maladie cardiaque nécessitant une greffe. Ce qu'il a vécu a façonné sa conviction que la santé et les relations comptent infiniment plus que les biens matériels. Une crise de santé plus récente l'en a convaincu davantage. Il y a quelques années, Kutcher a développé une maladie auto-immune rare appelée vascularité qui attaquait son système nerveux. Sur plusieurs mois, il a progressivement perdu la vue, l'ouïe et la capacité de marcher. Les médecins ignoraient s'il récupérait un jour ses fonctions. Pour quelqu'un qui avait passé des années à accumuler des richesses et à bâtir des entreprises, perdre soudainement les capacités de base que la plupart des gens tiennent pour acquises a créé en lui un profond changement de mentalité. Durant la pire période de sa maladie, Kutcher ne pouvait pas voir les visages de ses enfants ni les entendre rire. Il ne pouvait pas traverser une pièce pour les serrer contre lui. Tout l'argent qu'il avait accumulé n'avait aucune valeur face à ses pertes.
Seul le temps et les soins médicaux ont finalement permis de restaurer ses sens et sa mobilité. Cette expérience lui a laissé une certitude. L'épanouissement intérieur compte bien davantage que l'accumulation de biens. Il parle maintenant de construire quelque chose de significatif, plutôt que d'acquérir simplement de la richesse pour le plaisir. Ces investissements se concentrent de plus en plus sur des entreprises qui s'attaquent à de vrais problèmes, plutôt que de poursuivre simplement le profit. Ses prises de parole publiques soulignent sa gratitude pour des choses de base comme la vue et l'ouïe qu'il considérait autrefois comme acquises. Cette vision se reflète dans son mode de vie relativement sobre. Bien que Kutcher puisse facilement s'offrir plusieurs villas et une collection de véhicules de luxe, il consacre ses ressources aux investissements, à la philanthropie et aux expériences partagées avec sa famille, plutôt qu'à des biens destinés à afficher son statut. Le dernier de cette liste a vécu des épreuves qui relèguent les autres récits au rang de confort. Hilary Swank a remporté 2 Oscars de la meilleure actrice, un exploit réalisé par seulement une poignée d'interprètes dans l'histoire du cinéma. Sa fortune nette s'est accumulée à environ 40 millions de dollars. Ses performances ont reçu un accueil critique unanime. Mais avant ce succès, Swank a vécu dans des conditions que la plupart des gens auraient du mal à supporter. Elle a grandi dans un parc de caravanes au Nebraska avec des ressources très limitées. À 15 ans, sa mère a décidé de déménager la famille à Los Angeles. Incapable de se payer un appartement, elle vivait dans leur voiture, dormant sur des parkings et comptant sur la gentillesse d'inconnus pour les besoins essentiels. Cette période a duré des mois, mère et fille partageant un espace restreint pendant que Swank passait des auditions pour tout rôle susceptible de fournir un revenu. Lorsque Swank a fini par percer, d'abord à la télévision puis au cinéma dans des rôles mettant en valeur ses talents dramatiques, elle a apporté une intensité nourrie par la compréhension de ce que signifie réellement l'échec. Pour quelqu'un qui a vécu dans une voiture, la perspective d'y retourner constitue une motivation puissante. Sa préparation pour le film qui lui a valu son 2e Oscar démontre ce dévouement. Pour jouer une boxeuse professionnelle, Swank a gagné près de 9 kilos de muscles grâce à ses mois d'entraînement intensifs. Elle s'entraînait plusieurs fois par jour, suivait des exigences alimentaires strictes et poussait son corps à des extrêmes physiques. Le rôle exigeait qu'elle ressemble à quelqu'un qui avait passé des années à développer des compétences de combat et qu'elle bouge comme telle, et Swank tenait à une authenticité totale. Malgré le succès artistique et la stabilité financière, Swank maintient un mode de vie centré sur les plaisirs simples. Elle passe son temps libre à faire de la randonnée dans des espaces naturels, à cuisiner des repas à la maison et à faire ses courses comme n'importe quelle personne ordinaire. Elle évite le circuit des fêtes hollywoodiennes et les obligations sociales qui consument de nombreuses célébrités. Elle reste concentrée sur sa famille et ses amitiés proches plutôt que sur le réseautage. Interrogée sur sa réussite, Swank insiste toujours sur la chance et les opportunités, plutôt que sur un talent personnel. Elle se décrit comme une fille du Nebraska qui a eu des chances que d'autres, tout aussi talentueux, n'ont pas eues. Cette humilité reflète quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que de se demander d'où viendrait le prochain repas. Ces 8 acteurs offrent une vision différente de ce que peut signifier la réussite. Ils montrent que la richesse n'a pas besoin d'être exhibée pour être réelle. Ils prouvent que la célébrité n'exige pas une attention constante pour exister. Ils démontrent que des personnes accomplies peuvent choisir de vivre des vies qui ressemblent à celles de leur public. Dans une culture obsédée par les signes extérieurs de luxe, ces acteurs délivrent un message plus discret. La véritable satisfaction vient des relations, du sens et de l'intégrité personnelle plutôt que de l'accumulation de biens. Les voitures qu'ils conduisent, les maisons qu'ils habitent et les vêtements qu'ils portent révèlent leur valeur bien plus clairement que n'importe quelle déclaration publique. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Vous pouvez également jeter un œil à la chaîne pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé.